Je n'aborderai pas la question comme ça, même si je vois où vous voulez aboutir, mais certainement je veux satisfaire vos attentes et ceux qui nous écoutent par la technique argumentaire que je vais employer. Une constitution, fondamentalement, c'est un contexte qui l'engendre. C'est un contexte qui l'engendre, qui crée la nécessité de faire constitution, ou d'adapter une ancienne constitution, ou de réécrire une ancienne constitution, ou de créer une constitution. C'est le contexte qui crée, n'est-ce pas, cette nécessité. Et un contexte charrie des intérêts, des aspirations nouvelles, qui s'opposent aux anciennes aspirations. Nouveaux intérêts qui s'opposent aux vieux intérêts, qui sont frappés de caducité, parce qu'ils auront plus ou moins trahi, n'est-ce pas, les attentes de ceux qui avaient placé leurs espoirs dans ces aspirations et dans ces intérêts-là. Alors pour le cas concret du Mali, ça veut dire quoi? On ne va pas revenir dessus. L'État malien ancien, l'État malien ancien a failli, c'est établi. Il n'a pas été capable de garantir l'intégrité du territoire. Il a été complètement anéanti par l'impérialisme français et européen, pas, dans un projet de recolonisation du Sahel, pour mettre ça au service de la colonisation globale, qui est aujourd'hui l'événement majeur de la fin du XXe siècle et du XXIe siècle commençant. Donc cet État-là avait failli. Et cette faillite s'est traduite par une succession de crises extrêmement graves, manifestées par le fait que près de 80% du territoire était dans les mains des terroristes djihadistes fabriqués par la France et la communauté internationale. Donc il y a eu une succession de présidents de transition qui ont tous brillé par leur incompétence, par leur inconsistance et par la haute trahison, n'est-ce pas, qui a été le caractère majeur de leur règne vis-à-vis de l'État malien et de la nation malienne. La conséquence a été évidemment l'émergence d'un nationalisme malien, d'un patriotisme malien qui incarne aujourd'hui la jonction entre l'autorité de la transition et le peuple malien, qui tous les jours démontre, n'est-ce pas, qu'on a fait une authentique démocratie. Oui. Si le mot a encore un sens, on a fait une authentique démocratie, qui est même une démocratie directe. Il est rare, à notre époque, de voir une démocratie directe, c'est-à-dire le peuple va dans la rue tout le temps pour dire que nous sommes avec nos autorités, pour défier, pour rappeler, n'est-ce pas, à la communauté internationale de dictateurs et de criminels qui n'a rien compris à la démocratie. Oui. Des actes importants ont précédé cet avant-projet de constitution, il faut le rappeler. Il y a d'abord la correction, la rectification et le virement, n'est-ce pas, de mauvais employés. Vous savez que Badao et il s'appelait qui encore, ils étaient deux là. Oh, c'était un Tchadien, je crois. On a oublié le nom tellement ils sont tristes. Ces gens-là, on les a donné du travail de veiller aux intérêts du pays et de gérer correctement la charte de la transition. Ces employés ont trahi la transition, n'est-ce pas, et on les a virés. On les a virés et les colonels ont été obligés de prendre réellement le pouvoir. C'est ça l'avènement d'Assimi Goïta à la tête de la transition. Bon. Cet avènement s'est constitutionnalisé immédiatement. Donc on a affaire à un pouvoir constitutionnel de transition. N'en déplaise à la junte française. Voilà, donc. Et il y a eu des actes importants qui ont précédé ça. Il y a cet acte-là. Il y a la suppression de 8 parmi les 11 accords secrets de coopération. Alors, ça passe comme ça, mais c'est un événement majeur, dont le retentissement n'est même pas encore suffisamment analysé et compris par les différents acteurs et les populations africaines. C'est-à-dire que vous avez un chef d'État qui décide de supprimer 8 des 11 accords secrets de coopération. Le restant, c'est la langue française, c'est le franc CFA, et je crois qu'il y a un autre là que j'oublie. Mais ce qui ne veut pas dire, quand vous lisez la nouvelle constitution, vous voyez très bien qu'on ne peut pas supprimer le français parce que le temps qu'on choisisse une langue nationale. Exactement. Et que les langues nationales
comment on dit ça, que toutes les conditions scientifiques de l'implémentation soient réunies. Oui. C'est pour ça que par défaut, on maintient le français. Sinon, on aurait supprimé aussi le français. Entre autres raisons. Mais c'est une question de temps. Une question de temps. Donc vous avez la question monétaire. Tous les Africains demandent de sortir du franc. Mais je peux vous dire qu'il y a des secrets d'État que nous n'avons pas le droit de mettre comme ça sur la place publique. Le processus révolutionnaire qui est au Mali intègre aussi la monnaie. Je peux le dire parce que j'ai des éléments pour le dire, mais on ne peut pas dire certaines choses maintenant. La monnaie, c'est très sensible. Il faut laisser à l'État malien toute la maîtrise de son processus. Donc, ces actes-là sont forts. Ça veut dire que le contexte, n'est-ce pas, qui engendre cette nouvelle constitution est particulier et historique. C'est un changement de cycle, c'est un changement d'air, de manière radicale. C'est-à-dire d'époque, de manière radicale. Et pour mieux comprendre ça, il faut peut-être revenir sur le contexte qui avait engendré les fausses constitutions que nous avons en Afrique, la période d'indépendance. C'est-à-dire qu'avant justement que nous ayons des constitutions qu'on a importées dans les valises, et on a seulement imposé à nos États, qui pour la plupart c'est la copie de la constitution de 58, copier-coller, comme on dit au quartier. Il y a eu la conclusion des accords secrets de coopération. C'est-à-dire que De Gaulle a imposé à tous les États, qui devenaient de ce fait néocoloniaux. Je n'aime pas le concept de post-colonie. C'est un concept de Mbembe qui ne veut rien dire. C'est-à-dire que ce sont des néocolonies. C'est-à-dire que ces États-là, pour devenir indépendants, ont été obligés de signer des accords secrets avec De Gaulle qui niaient leur souveraineté et qui faisaient des non-États. Des non-États. Ils avaient les apparences de l'État, mais ce n'étaient pas des États. Nous savons tous que ces accords-là ont confisqué leur souveraineté monétaire, souveraineté militaire, souveraineté culturelle, souveraineté éducative, souveraineté géopolitique, souveraineté diplomatique. Tout ça a été confisqué. Mais pourtant, les pays avaient des constitutions. On se retrouvait dans une situation où vous avez des constitutions de façade, mais les vraies constitutions étaient secrètes. Soustraient non seulement au peuple concerné, même aux États concernés, et les présidents étaient là tout tristes. Vous les voyez, ils avaient des vestes, mais ils ne pouvaient pas rire parce qu'ils savaient très bien qu'ils sont dans une comédie tragique, n'est-ce pas, qui scénarise, n'est-ce pas, l'insignifiance des États qu'ils étaient appelés à gérer. C'est ça le drame des constitutions des États africains, oui, en général, et en particulier, n'est-ce pas, les constitutions des anciennes colonies françaises. Donc, on joue la comédie constitutionnelle publiquement, mais en fait, on sait que la vraie constitution des pays est secrète. La vraie constitution de ces pays, c'était les accords secrets de coopération et la prééminence et la suprématie et l'hégémonie, n'est-ce pas, de l'ancienne métropole coloniale. Donc, revenons maintenant à l'avant-projet de constitution malienne, mon cher Goss, pour voir l'enjeu, le grand enjeu de dynamisme constitutionnel qui s'inscrit dans une procédure assumée de libération nationale, d'émancipation nationale, de réalisation d'une véritable souveraineté. Tout ce qui s'est passé, les humiliations extraordinaires que le Mali a subies et qui ont rejailli sur tous les Africains, où l'armée arrive à Kidal, on leur dit de rentrer, ils ne peuvent pas entrer. Vous voyez comment, devant vos yeux, on dépaisse votre pays. C'est ça les accords d'Alger. Vous êtes humiliés, votre pays est sous la double tutelle de la MINUSMA, des Nations Unies, de la France. Qui a-t-il l'Europe? C'était l'Europe. C'est tellement grave, c'était une humiliation terrible pour un pays qui a l'histoire du Mali. Et pour nous les Africains, c'était une humiliation pas possible. À la limite, ça ressemble, c'était comme pendant l'esclavage. Terrible humiliation. Et on a vu le processus, n'est-ce pas, qui est parti, où le peuple malien, après s'être laissé embobiner par le mensonge et la ruse de M. Hollande, qui venait faire croire qu'on vient sauver le Mali. C'est l'opération Serval. Ce peuple a vu comment on se moquait de lui. L'opération Serval est devenue l'opération Barkhane, qui entérinait de fait la disparition du Mali. Et la réalisation d'un vieux projet cher aux impérialistes, français, américains, européens,
elle est confondue. À savoir, c'est le vieux projet des fameuses communes là, du Sahel, les États. L'OCS, très bien. L'OCS a dit que ce vieux projet, qui n'a jamais accepté l'existence des États maliens, de l'État du Niger, même du Burkina Faso, en l'État, ils n'ont jamais accepté. Il était question justement de créer l'organisation des communes du Sahel. Et ce projet-là, c'est ce projet que la France veut ressusciter et imposer. Créer un État. Comme on va démembrer le Niger, on va démembrer le Mali, évidemment le nord du Mali, on démembre le Mali, on démembre le Burkina Faso et on crée un État. Qui est exactement cet État-là, n'est-ce pas, qui n'a pas vu le jour à la faveur de l'indépendance, mais qui est le cœur géopolitique, n'est-ce pas, de l'Occident dans le Sahel. Parce que cet État-là, c'est la même mise sur toutes les richesses extraordinaires dont regorge le Sahel. C'est ça qui est derrière la présence, n'est-ce pas, de Barkhane, agissant pour le compte de la France, mais aussi des États-Unis et de l'Union européenne. Vous voyez donc le processus, la longue marche des Maliens, appelons ça une longue marche, des Maliens qui a cru au mensonge de la France comme étant un véritable partenaire, capable de lutter contre les terroristes. Mais après, les Maliens sont revenus lucides, ils ont compris, ils ont engagé des combats, des manifestations, des marches, tous les jours, jusqu'à renverser un des renégats les plus honteux que l'histoire du Mali et de l'Afrique ait connu. Père son nom, je ne vais pas citer son nom, vous savez de qui je parle, il n'est plus là. Un peu de respect pour sa mémoire. Bon, je ne vais pas citer son nom, on sait de qui je parle. Jusqu'à ce vaste mouvement populaire qui va faire jonction avec l'aile la plus patriotique de l'armée en ce moment-là, incarnée par Assimi Goïta et ses compagnons. Et déclenchement de la révolution malienne. Alors cette révolution-là remet complètement en cause. Nous n'accepterons plus jamais ce qu'on a vécu. Nous n'acceptons pas, n'est-ce pas, d'avoir des partenaires qui sont des partenaires le jour, mais la nuit, qui nous poignardent parce qu'ils arment, financent, protègent les terroristes. Et ces partenaires-là, c'est la France, c'est la MINUSMA. Et l'État malien va diversifier, première action révolutionnaire, diversifier les partenariats au niveau militaire. La question n'est pas de savoir si c'est bon ou pas. Mais le Mali n'avait pas le choix. Il n'a pas le choix. Quand on repère l'ennemi, d'autres ne sont pas les ennemis. Ils sont d'office nos amis. Donc, le Mali a réactivé une vieille coopération avec la Russie qui a permis de diversifier les partenariats et de neutraliser la France et l'Occident. Et à partir de là, d'engager un processus de réhabilitation des FAMA. Les équiper militairement, qu'ils montent en puissance, n'est-ce pas, qu'elles montent en puissance pour faire le travail d'une armée, sécuriser le territoire et garantir l'intégrité territoriale. Alors ce processus se fait concomitamment, n'est-ce pas, avec la restauration de la souveraineté nationale, d'où l'intransigeance, n'est-ce pas, de l'autorité malienne sur tout ce qui s'amuse à manquer le respect à l'État malien et aux Maliens. On l'a vu comment cela s'est comporté. On a renvoyé chez lui un voyou qu'on appelle l'ambassadeur de France. Il y a le discours à l'ONU. Il y a le refus de recevoir un autre voyou qu'on appelle M. Macron, qui s'est auto-invité au Mali. Il y a l'affaire des 46 mercenaires. Donc, tout ce processus-là qui va culminer avec l'annulation des accords secrets de coopération, 8, n'est-ce pas, articles de ces accords, fameux, 11 articles des accords secrets de coopération, tout ça va préparer le terrain à l'avènement de cette constitution. On ne comprend rien en cette constitution si on met de côté tout l'arrière-pan historique que je viens de mettre sur la table. On ne comprend pas, n'est-ce pas, les enjeux de cette constitution. Parce qu'en l'état, tout à l'heure vous avez rappelé les innovations, en l'état, il n'y a pas fondamentalement grand-chose de révolutionnaire dans cette constitution. On pourrait nous dire que c'est une constitution classique. Je veux dire, on est un peu exigeant, nous. Mais quand on se met dans le contexte malien, et quand on regarde toute l'histoire que je viens de rappeler, on voit le caractère révolutionnaire de cette constitution et les enjeux que cette constitution charrie. En termes d'innovation, vous avez cité, d'abord, dans les dispositions préambulaires de cette constitution-là, vous avez la référence à la révolution de 91. Cette fameuse révolution de 1991, 26 mars. Donc c'est une constitution qui, pour, comment dire ça, couper l'herbe sur le pied de la dictature démocratique mondiale, décide de renforcer les acquis démocratiques, de prendre pour référence cette révolution qui est essentiellement démocratique. C'est la chute de Moussa Traoré, l'avènement de Toumani Touré, Alpha Oumar Konaré,
cette effervescence démocratique qu'il y a eu au Mali, on s'en souvient tous. Cette constitution prend ça pour référence, c'est-à-dire c'est ça qui prend référence. On convoque l'histoire du Mali, mais et là, il se restait un peu sur ma fin. C'est-à-dire que si on assume totalement de manière constitutionnelle toute l'histoire du Mali, il y aurait eu un grand bond panafricaniste au niveau de la Constitution. Mais il faut comprendre, les révolutionnaires font ce qu'ils peuvent. Ils font leur action dans les limites de l'histoire. Vous comprenez cette affaire-là. Donc, on a convoqué l'histoire du Mali et tout, mais dans la préambule, dans l'expression préambulaire, la référence, c'est la révolution du 26 mars 91. Et à ce niveau-là, effectivement, il y a des avancées extraordinaires, les innovations. Quand on a fini de bavarder sur les droits, les libertés fondamentales, il y a les devoirs des citoyens. Il y a une disposition de la Constitution qui insiste énormément sur les devoirs des citoyens à l'égard de leur patrie. Vous avez, pour ne pas répéter ce que vous avez dit, vous avez la limitation des mandats. Bon, ce n'est pas un truc qui nous enchante beaucoup, nous les panafricanistes. Bon, il y a la limitation des mandats, pas plus de 2 mandats. C'est réaffirmé clairement, c'est l'article 45. C'est-à-dire, il n'y a pas, n'est-ce pas plus de 2 mandats. Voilà. Donc, vous avez l'article 61 qui, là aussi, bon, et c'est là dans la modernisation démocratique, parlons comme ça. Tout ça, je pense, c'est pour couper l'herbe sous les pieds des démocrates. Vous avez, on dit que le président peut faire un discours à l'Assemblée, je crois, 1 fois par an, sur l'état de la nation. Mais on a prévu l'intervention du représentant de l'opposition et du représentant de la majorité. Bon. Ce sont des commodités qui ne sont pas, de notre point de vue, importantes. Mais, bon, ça veut dire, vous voulez la démocratie, on va aller même plus loin que vous. Donc, on va montrer que c'est nous, on sait ce que c'est la démocratie, on n'est pas gênés, c'est vous qui n'êtes pas des démocrates. Vous avez, en termes d'innovation, vous avez évidemment vous avez l'insistance sur la notion de haute trahison, de destitution du président de la République, même du président du Parlement, par le président de la Haute Cour de la... Non, oui, la Haute Cour de justice. Non, la Haute Cour de justice, du Haut Conseil de la Nation. Oui. Donc vous avez dans cette Constitution la consécration de la responsabilité et de la redevabilité, n'est-ce pas, des hauts dirigeants du pays. C'est clairement écrit à l'intérieur. Dans quelles conditions ils peuvent être destitués s'ils sont passibles de haute trahison. Donc c'est écrit. Vous avez des innovations comme ce qu'on appelait l'administration indépendante. C'est-à-dire que c'est intégré dans la Constitution. L'administration indépendante, ça renvoie au problème relatif à la médiation, aux médiations sociales, la médiation socio-politique, la régulation, la vérification et le contrôle, la protection des libertés et des droits individuels, l'organisation des élections. Vous voyez des pans entiers comme ça de la vie nationale, mon cher Gosse, c'est-à-dire que la médiation, la régulation, la vérification et le contrôle, la protection des libertés et des droits individuels, l'organisation des élections. Le Mali invente ce qu'on appelle l'administration indépendante et intègre ça dans la Constitution. Donc, évidemment, on dit que c'est une avancée extraordinaire. Ça devient quelque chose de constitutionnel. Donc, vous avez, enfin, en termes d'innovation, l'organisation de la magistrature. Pour la première fois, je pense que c'est une innovation extraordinaire. Dans la magistrature, il n'y aura plus que des magistrats, non. Le conseil de la magistrature sera composé à moitié des personnes qui ne sont pas des magistrats. Vous voyez ça? Oui. Alors qu'avant, c'est réservé aux magistrats dans d'autres pays, mais là au Mali, on apporte une innovation. On dit, OK, la moitié appartiendra au corps de la magistrature, mais la moitié aussi sera des personnes qui ne sont pas des magistrats. C'est une innovation extraordinaire dans un contexte où on sacralise les juges et les magistrats qui décident de nos sorts. C'est-à-dire que, d'après leur conscience, ce sont des demi-dieux. Et on voit quelle dérive ça conduit dans les pays africains, et même dans le monde entier. Cette idée de l'indépendance du juge, c'est-à-dire qui est un dieu. Qui est un dieu. Oui. On limite d'autres pouvoirs, mais on ne limite pas le pouvoir du juge. C'est quand même extraordinaire cette affaire. Mais là, le Mali est en train d'innover au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, en faisant que d'autres personnes, d'autres citoyens qui ne sont pas des magistrats puissent entrer, n'est-ce pas, dans le Conseil de la magistrature. C'est une innovation, on verra ce que ça va donner. Dans le Haut Conseil, dans le Haut Conseil de la Nation, même au niveau du Parlement, il y a aussi une innovation. Au niveau du Haut Conseil, qui officie comme Sénat, c'est qu'à un quart,
ce sont des personnes désignées. Ce ne sont pas des élus. Ce n'est pas seulement des élus. Les élus, au suffrage universel, c'est 3/4. Mais à 1/4, ce sont des personnes désignées, les personnes qui relèvent de ce qu'ils appellent les légitimités traditionnelles, des personnes, des Maliens de l'extérieur et d'autres personnes ayant mérité de la nation. Ce sont des innovations essentielles qui indiquent, là, de notre point de vue, une démarche visant à panafricaniser l'idée de la Constitution, n'est-ce pas, qui nous est très chère. Le Mali fait un pas, un grand pas. À ce niveau, c'est un grand pas. Mais pour la dimension révolutionnaire de cette Constitution, on ne peut la comprendre, de la percevoir que si on voit là où le Mali est parti, on voit tout le contexte qui a précédé l'avènement de cette Constitution. Parce qu'il faudra remettre à César ce qui appartient à César. Le peuple. Le peuple, c'est lui qui décide. C'est le peuple qui donne l'onction à cette Constitution et fait d'elle une autorité incontestable par un quelconque Malien. Oui. Par quiconque au Mali. D'ailleurs, dans la Constitution, parmi les devoirs du citoyen, il y a le fait de respecter la Constitution, de ne jamais s'opposer à la Constitution. D'autres innovations, c'est que j'ai oublié de le dire, c'est important. Oui. Pour ceux qui qualifient l'autorité malienne de junte, pour la première fois, c'est écrit dans la Constitution que le coup d'État est un crime imprescriptible. C'est-à-dire le putsch est un crime imprescriptible. Qu'il a écrit ce qu'on appelle la junte. Comment la junte met dans la disposition de la Constitution désormais le caractère criminel du putsch. C'est-à-dire que vous voyez la dimension progressiste, entre guillemets, n'est-ce pas, de la démarche constitutionnelle qui est consacrée par cet avant-projet de Constitution. Mais tout à l'heure, j'allais oublier un autre acte majeur qui a été posé par les autorités de la transition. C'est que, vous n'avez pas oublié, on a décidé que les autorités de la transition peuvent être candidats. Oui. C'est un acte important. Ça veut dire à supposer que les autorités de la transition, en plus du temps qu'ils ont passé là, ils ont 2 mandats pour travailler. Au bout de ces 2 mandats, elles auront implémenté ce qui est nécessaire pour enfin libérer complètement ce pays. Donc, il y a un calibrage, n'est-ce pas, de la dynamique constitutionnelle qui s'articule avec la dynamique populaire et s'articule avec la dynamique géopolitique propre au Mali, qui nous rassure. Quand on projette cette constitution, n'est-ce pas, dans la situation réelle du pays, dans la lutte pour la souveraineté du Mali. Alors, donc, c'est un avant-projet de constitution qui est cohérent avec, n'est-ce pas, le contexte mondial, qui prévoit actuellement. C'est un avant-projet de constitution qui est cohérent avec la vocation panafricaniste du Mali et des autorités de la transition qui n'ont cessé de rappeler l'attachement au panafricanisme. Même si sur ce côté-là, sur ce point-là, nous les panafricanistes, nous sommes restés un peu sur notre fin, mais on se contente très bien des avancées, n'est-ce pas, qui se trouvent dans cet avant-projet de constitution.